Bonjour les cinquièmes, je vous fais une vidéo afin que vous puissiez réviser mieux votre contrôle de vendredi, qu'on puisse un petit peu reprendre tout depuis le début et que avec certains documents, la plupart que vous avez déjà vus et d'autres qui sont nouveaux. Je vais essayer de faire pas trop long et voilà tout ça en musique. Donc pour commencer le cadre chronologique 10e, 15e siècle, c'est-à-dire de 1000 à 1500 après Jésus-Christ, pour faire simple. On s'embête pas, c'est simple. On va de l'an 1000 à l'an 1500, 500 ans de Moyen-Âge, ce qu'on appelle aussi le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, je vous rappelle, va de la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492. Voilà, ça c'est pour le cadre chronologique. Le cadre spatial, l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident ? Regardez une carte qu'on a déjà vue, qui est dans votre cahier. L'Occident, c'est tout ce qui est en bleu. C'est à la fois un espace, l'Europe de l'Ouest, mais aussi une civilisation. Vous comprenez bien que ce qui est en bleu, c'est pas la même chose que ce qui est en orange. En orange, c'est l'Empire byzantin, c'est une autre civilisation. Ce sont des chrétiens aussi, mais ils sont différents. Et ce qui est en vert, ce sont les arabo-musulmans. Donc vous voyez ici par exemple, une grande partie de l'Espagne, ce n'est pas l'Occident féodal, puisque à l'époque, à ce moment-là, ce sont les arabo-musulmans qui sont là. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Occident ? C'est ça, c'est en gros la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, le nord de l'Espagne, et puis une partie, plusieurs autres pays d'Europe. Voilà, donc Occident féodal, Occident en bleu, féodal, cette période qui va en gros de 1000 à 1500. Ensuite, on avait vu la société des trois ordres. Rappel, durant cet Occident féodal, cette période de l'Occident féodal, la société est divisée en trois ordres, trois groupes. Et on fait forcément partie d'un groupe. Le groupe des clercs, les hommes d'église, ou les femmes. Le groupe des nobles, cela va du chevalier jusqu'au roi. Et le groupe des paysans. Ici à droite, c'est celui qui porte une pelle. Les paysans, c'est 9 personnes sur 10. Au Moyen-Âge, 9 personnes sur 10. C'est-à-dire que c'est le groupe ultra majoritaire, qui est beaucoup plus nombreux que les autres. Une personne sur 10 sont donc soit nobles, soit clercs. Ces nobles, justement, ils s'organisent entre eux. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur les invasions vikings, qui ont lieu sous le règne de Charlemagne et puis surtout après. Ces invasions vikings désorganisent complètement l'Occident féodal, ce qui fait que les rois n'ont plus de pouvoir, ou plus beaucoup de pouvoir. Et comme les rois n'ont plus de pouvoir, que les vikings attaquent un peu partout, eh bien les nobles vont s'organiser un peu dans leur coin. C'est ça l'idée. Ils s'organisent dans leur coin et pour ça, ils vont faire des alliances. Ils vont s'allier avec d'autres nobles et c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage, comme ce que vous voyez à l'image, où un noble plus puissant, ici à droite, s'allie avec un noble moins puissant, ici à gauche, lors d'une cérémonie où ils se prennent les mains et où ils se jurent fidélité l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils s'échangent ? On l'avait vu, rappelez-vous, on l'avait vu en classe, regardez ici, alors regardez le schéma en bas de la page, en bas de l'écran. Donc le noble le plus puissant c'est le suzerain, le noble le moins puissant c'est le vassal. Le suzerain donne au vassal sa protection, mais surtout un fief. C'est-à-dire une terre, c'est-à-dire une seigneurie, c'est-à-dire une terre avec ses équipements, ses villages et ses paysans qui vivent ici. En échange, le vassal jure fidélité au suzerain et promet de l'aider. Alors concrètement, cette aide, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des soldats que le vassal doit envoyer pour un temps limité au suzerain si le suzerain part en guerre. Donc le vassal doit lui fournir des soldats pendant une période limitée. Mais il doit aussi l'aider dans certains cas. Par exemple, si le suzerain marie sa fille, il doit aussi conseiller le suzerain, il doit promettre de ne pas lui faire la guerre. Voilà, donc fidélité et aide d'un côté, et fief et protection de l'autre. N'hésitez pas à mettre pause la vidéo pour prendre le temps de tout lire et bien réfléchir. Alors on arrive au défrichement. C'était ce qu'on avait vu au tout début de la leçon, après l'introduction. Donc sur la période du 10e au 15e siècle, 9 personnes sur 10 sont des paysans, on l'a déjà dit, et ces paysans commencent par défricher, c'est-à-dire couper, on le voit ici à l'arrière-plan, couper la végétation, couper les arbres. Pourquoi ?
c'est oui pour récolter du bois, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'obtenir des terres cultivables, des terres qu'on peut cultiver. Et accessoirement, donc, récolter le bois pour fabriquer des objets et surtout se chauffer. Et ici, donc, une image qui montre les paysans qui défrichent à l'arrière-plan. Au premier plan, des paysans qui coupent de l'herbe fraîche. Et tout ça sous le regard ici du seigneur en rouge qui regarde ses paysans, les paysans de sa seigneurie, en train de travailler. Et je répète une chose que j'avais dite en classe, les femmes paysannes au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on dit partout, on dit le contraire souvent quand on parle du Moyen-Âge, mais c'est pas vrai, les femmes paysannes ont exactement le même rôle que les hommes, le même travail, et sont à égalité avec les hommes. C'est dans la noblesse que les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes, qu'elles sont considérées comme inférieures aux hommes, elles ont moins de pouvoir sur leur propre vie, ça c'est vrai, dans la noblesse, mais pas chez les paysans. Chez les paysans, femmes et hommes font les mêmes travaux, ont le même pouvoir, les mêmes fonctions, le même rôle. Alors, voilà pour les défrichements. Pourquoi c'est important? Regardez quelque chose qu'on n'a pas vu en classe. Regardez ce graphique, un petit graphique. Donc, tendance générale, eh bien la courbe ici augmente. On est sur une augmentation plutôt forte. Qu'est-ce qu'on a en abscisse? Les années, de 700 à 1500. Qu'est-ce qu'on a en ordonnée? Les millions. Donc ce sont, vous voyez ici la légende, ce sont des estimations. Parce qu'évidemment, on ne sait pas combien exactement il y avait de personnes durant cette époque féodale. Mais on peut estimer qu'il y avait, vous voyez, de 15 à 80 millions de personnes. Et vous voyez, en gros, vers 1100, il y a 50 millions de personnes. C'est, pour tout l'Occident féodal, moins que la population française d'aujourd'hui. Donc c'est, au Moyen-Âge, beaucoup moins de population qu'aujourd'hui. Alors cette population, elle augmente. Et regardez ce qu'on met ici, grand défrichement, elle augmente parce qu'on défriche. Et inversement, on défriche, donc elle augmente. Et comme elle augmente, eh bien on doit défricher. Pourquoi on défriche? Pour faire des terres cultivables. Pourquoi des terres cultivables? Pour cultiver. Et pourquoi cultiver? Pour nourrir les gens. Et s'il y a assez à manger, la population peut augmenter. Ici, vous avez un accident, une baisse très rapide. C'est à cause d'un événement qui s'appelle la peste noire. Pendant quelques années, toute l'Europe a été touchée, et même le monde arabe d'ailleurs, a été touché par la peste, une épidémie de peste, qui a fait diminuer très fortement la population. En plus de ça, il y a eu ce qu'on appelle un petit âge glacial, c'est-à-dire que le climat s'est refroidi, et si le climat se refroidit, les cultures sont moins bonnes, donc moins à manger, donc la population baisse. Mais vous voyez qu'après, assez vite, ça repart. Donc voilà, il faut que vous liez dans votre tête les défrichements à l'augmentation de la population. S'il y a défrichement, c'est qu'il y a augmentation de la population. Les défrichements sont à la fois une cause et une conséquence de l'augmentation. La population augmente, donc on défriche. Il y a des défrichements, donc la population augmente. Ça va ensemble. Alors, sur toute cette période, les innovations techniques concernant l'agriculture, il y en a peu, mais il y en a quand même. Et on avait vu en classe le collier d'épaule qui permet, pour un animal de tirer une charrue beaucoup plus facilement en ayant tout le poids de la charrue qui pèse sur les épaules de l'animal et non plus sur la gorge. Collier d'épaule, une invention chinoise et qui apparaît dans l'Occident au Moyen-Âge. Autre innovation, la charrue. Donc, il y avait certains élèves qui ne savaient pas ce que c'était qu'une charrue, donc je répète, la charrue, c'est cet appareil ici, qui est tiré par un animal, mais aussi poussé par un homme. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Pour faire quoi? Pour labourer la terre. Et je vous mets ici ce que c'est que labourer la terre. Retourner la terre pour l'oxygéner. Et si on ne retourne pas la terre pour l'oxygéner, on peut toujours semer des graines, rien ne va pousser. On est obligé de retourner la terre, creuser ici ce qu'on appelle des sillons, et une fois qu'on a retourné la terre et creusé des sillons, là on peut semer les graines, par exemple de blé, et obtenir la pousse de la plante. Donc la charrue est absolument essentielle pour cultiver, obtenir des plantes qui vont permettre de se nourrir. Charrue tirée par un animal, et regardez, si elle est tirée avec un collier d'épaule et pas par un collier de gorge,
eh bien, l'animal va pouvoir aller plus vite. S'il peut aller plus vite, on va pouvoir labourer plus vite. On va donc pouvoir labourer mieux et plus vite, et donc faire pousser plus, et ça va donner des gains de rendement. Alors, on arrive à la seigneurie, donc je fais vite, parce que ça je pense que vous avez bien compris. La seigneurie, c'est un territoire habité par un seigneur et des paysans. C'est le cadre de vie. Ici, c'est la seigneurie de Vime, dans le nord de la France. C'est le cadre de vie des gens. Hein. Les gens, ils habitent dans une seigneurie. Si on demande aux gens où est-ce que vous habitez, ils vont vous dire, au Moyen-Âge, ils vont vous dire, moi j'habite dans la seigneurie de Vime. C'est plus important que la région, que le pays. Pour eux, c'est ça, hein, c'est leur cadre de vie. Et bien souvent, les paysans ne sortaient jamais de la seigneurie de toute leur vie. Donc c'est un territoire habité, des paysans dans des villages qui apparaissent d'ailleurs au Moyen-Âge, et un seigneur qui dirige tout ça, un territoire agricole avec les tenures, qui sont les terres cultivées par les paysans pour les paysans, et possédées par le seigneur, et la réserve, ici le 5, qui est la terre cultivée par les paysans, bien sûr, possédée par le seigneur, mais cette fois pour le seigneur, c'est-à-dire que tout ce qui pousse sur la réserve, c'est pour le seigneur et pas pour les paysans. Les paysans cultivent la terre, les paysans, quoi d'autre, entretiennent les bâtiments, dont les principaux sont le château et l'église. Le château du seigneur et l'église, c'est les deux principaux bâtiments. Les paysans utilisent les équipements de la seigneurie, par exemple le moulin ici, en échange ils doivent payer. Il y a des forêts, on garde des forêts pour la chasse, et uniquement ça. Les paysans n'ont pas le droit de chasser les animaux dans la forêt, ça c'est uniquement pour le seigneur. Enfin, il y a des communaux qui sont des terres qui ne sont pas cultivées, qui sont laissées comme ça, sauvages, et sur lesquelles les paysans vont faire paître leurs animaux d'élevage, leurs moutons par exemple, ou leurs vaches. Voilà donc ce que c'est qu'une seigneurie. On rajoutera enfin que la seigneurie, c'est le territoire où s'exerce le pouvoir du seigneur par les impôts, par les banalités, le droit d'utiliser le moulin, par le loyer de la terre. Le seigneur possède tout sur une seigneurie, et il a le droit de justice avec le gibet et le pilori. Le gibet, c'est pour pendre les gens. Le pilori, vous voyez, c'est pour les humilier, les punir. S'ils ont, par exemple, une faute que pourrait faire un paysan, c'est chasser dans la forêt du seigneur, il n'en a pas le droit. Si on l'attrape, on va le condamner à mort ou le condamner au pilori. Et donc le seigneur a le droit de justice sur toute sa seigneurie, sur tous ses paysans. Ici un petit schéma, donc ce petit schéma c'est quelque chose qu'on voit en primaire, on ne le fait plus en 5e. Pourquoi ? Parce que ce schéma vous donne l'impression que toutes les seigneuries sont comme ça. Or, les seigneuries au Moyen-Âge sont toutes différentes. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a qui n'ont pas de château, il y en a qui ont plusieurs châteaux. Certaines ont des seigneurs laïcs, d'autres ont des seigneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire que c'est des clercs, des hommes d'église qui sont les seigneurs. Il y en a où les paysans sont des vilains et sont libres et ne payent pas d'impôts. Bref, on a plein de cas de figure différents. Toutes les seigneuries sont différentes, et donc ce schéma qu'on voit à l'école primaire, il faut un peu l'oublier, parce que ça correspond peut-être à certaines seigneuries, mais pas du tout à toutes les seigneuries. Et puis c'est quand même plus intéressant d'étudier un vrai plan de seigneurie, d'une seigneurie qui a vraiment existé, plutôt qu'un dessin reconstitué. Donc petit exercice, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, posez-vous la question, qu'est-ce que les paysans doivent au seigneur ? Qu'est-ce que le seigneur fournit aux paysans ? Très facile, je donne la réponse maintenant. Donc les paysans doivent le sens, c'est le loyer de la terre, le droit d'utiliser la terre, le loyer de la terre, les banalités, le droit d'utiliser, enfin plutôt les taxes sur l'utilisation des équipements de la seigneurie. Les équipements de la seigneurie, globalement, il y en a 3. C'est le moulin, le four pour cuire le pain et le pressoir pour presser le raisin. Et enfin, les paysans doivent des corvées, c'est-à-dire des travaux obligatoires. Pendant une certaine période de l'année, ils doivent travailler gratuitement pour le seigneur. On va en voir un exemple plus tard. Et en échange, que fournit le seigneur aux paysans, parce que tout ça, c'est un système bien organisé, où le seigneur, c'est pas juste quelqu'un qui attend qu'on le serve, non, lui, il doit aussi faire des choses. Il doit fournir la terre, déjà, aux paysans.
Il doit surtout protéger les paysans, c'est-à-dire que s'il y a une attaque d'une armée ennemie, de brigands, eh bien les paysans peuvent se réfugier dans le château. Et enfin, il doit s'occuper de la justice, il doit juger les paysans. C'est lui qui juge les affaires. Alors ensuite, le mode de vie des seigneurs. Donc on n'avait pas eu le temps de vraiment finir. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour l'habitat, où est-ce que vit le seigneur? Rappelez-vous, le seigneur il vit dans le donjon de son château et pas dans les villages ou dans des petites maisons. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange surtout de la viande de chasse, quelque chose des petits animaux qu'il a chassés, et surtout des oiseaux. C'est les oiseaux qui ont le plus de valeur pour les seigneurs en général. Tout ce qui est dans le ciel, c'est proche de Dieu, donc ça a plus de valeur, et tout ce qui est sur terre ou sous terre, c'est plus proche de la terre, c'est plus proche des enfers, donc ça a moins de valeur. Voilà pourquoi le seigneur mange surtout des oiseaux. Il peut manger aussi du poisson, il boit du vin, mais en revanche, il mange peu de légumes et peu de légumineuses, en particulier les légumes qui poussent sous terre, comme les carottes. Ça, il n'en mange pas du tout. Et donc, voilà pour la nourriture. Pour l'habillement, comment est-ce qu'il s'habille? C'est très simple. Les vêtements correspondent à la fonction sociale des personnes. Plus un seigneur est important, plus il va s'habiller de façon riche, avec des beaux tissus, des jolies couleurs, des bijoux. Et ce sont ces vêtements qui vont marquer la fonction sociale, l'importance sociale du seigneur. Plus le seigneur est grand, plus il est important, plus il aura des beaux vêtements, des beaux et riches vêtements. Les loisirs, il y en a beaucoup, mais le principal, c'est bien sûr la chasse. Le seigneur aime chasser, alors on chasse... Il y a plusieurs façons de chasser. Il y a la chasse au faucon, par exemple, où on chasse avec des rapaces. On envoie des rapaces dans le ciel. Je vous montrerai une image après. Et quand on est jeune seigneur ou jeune chevalier, eh bien, on s'affronte dans des tournois. C'est-à-dire qu'on se combat pour de faux. Ça ne va pas jusqu'à la mort, mais ça, c'est des duels, des combats organisés. On appelle ça des tournois. La pyramide en dessous, regardez cette pyramide. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, tout en haut. Le plus important, le roi, qui est plus important normalement en théorie que les grands nobles, qu'on appelle les ducs, les comtes ou les barons. Et ces grands nobles eux-mêmes sont plus importants que les petits seigneurs, qui sont souvent suzerains de petits seigneurs qui sont eux-mêmes vassaux des grands nobles, comme celui, donc petit seigneur comme celui de Vibes. Enfin, tout en bas, les nobles les moins importants, ce sont les chevaliers, les simples chevaliers qui ne possèdent pas de terre, qui ne possèdent pas de fief, et qui se battent, et qui sont nobles, mais qui sont les nobles tout en dessous de la pyramide. Évidemment, les chevaliers restent au-dessus des paysans, ils sont plus importants. Ensuite, la vie des paysans maintenant, donc le calendrier qu'on avait vu en classe, mais cette fois c'est le calendrier complet. Regardez, il y a 12 vignettes qui correspondent à 12 mois. Alors on en avait vu quelques-unes, je vous en donne quelques autres ici. Ici c'est un paysan qui fait une corvée, c'est-à-dire qui entretient ici un fossé avec de l'eau, ou qui ramasse de l'argile, on ne voit pas exactement, mais il est en train de faire un travail qui est une corvée. Ici, c'est ramasser la fumure. La fumure, c'est les excréments des animaux qui servent à engraisser la terre, à nourrir les plantes qui poussent, pour qu'elles poussent mieux. Ici, la taille de la vigne. Ici, la tonte des moutons. Ça, c'est la seule vignette. Elle est intéressante parce que c'est la seule qui montre pas un paysan. C'est le seigneur qui part justement à la chasse aux faucons. Alors ce calendrier voulait montrer, même si on ne voit pas de paysans, que les paysans devaient aussi accompagner le seigneur à la chasse, pour l'aider à ramasser le gibier, ce genre de choses. Ils aidaient le seigneur quand le seigneur partait à la chasse. Ici, c'est couper l'herbe des prés avec une faux pour nourrir les animaux. Ici, c'est la moisson. Moissonner, c'est une fois que le blé est sur pied, c'est-à-dire qu'il est mûr, le blé ou autre chose, l'orge ou d'autres céréales, eh bien on le coupe, ça s'appelle la moisson. Ici c'est le battage avec un fléau, on bat le blé, c'est-à-dire qu'on sépare la graine des grains pour ne garder que les grains,
qu'on va moudre ensuite dans les moulins pour obtenir de la farine, qui servira ensuite à faire du pain. Ici, c'est les semailles. Vous voyez que la terre, ici, elle a été labourée, elle a été préparée, elle est prête. Donc, le paysan, ici, sème des graines et les grains vont pouvoir pousser et devenir du blé par la suite. Ici, on presse avec les pieds le raisin pour en récolter le jus et faire du vin. Ici, ça s'appelle la glandée. Donc, c'est frapper les arbres, frapper les chênes avec un bâton pour faire tomber les glands du chêne. Le gland, c'est le fruit du chêne. Et ce sont ces glands que vont manger les porcs ici. Les porcs se nourrissent de glands. Donc ça s'appelle la glandée, ça permet de nourrir les porcs. Et une fois que les porcs sont bien nourris, à Noël, on les tue et on les mange. Ici, c'est le mois de décembre. Et vous voyez ici que les femmes, d'ailleurs, accompagnent les hommes et font le même boulot. Elles font le même métier, le même travail, la même activité que les hommes. Alors ça, c'est pour la vie des paysans. Si on veut résumer sur la vie des paysans, que peut-on dire ? Alors ça, c'était le cours, mais essayez de vous rappeler. La vie des paysans, d'abord, elle est dure. Ensuite, elle est cyclique, c'est-à-dire qu'elle se répète chaque année. On vient de le voir pour le calendrier. Chaque année, c'est la même chose. Il faut toujours faire la moisson, par exemple, au mois d'août. Donc, elle est finalement assez monotone. Elle se répète chaque année. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Et elle est aussi écrasante, puisque les serfs, S-E-R-F, c'est-à-dire les paysans non libres, les paysans attachés à la seigneurie ne sont évidemment pas libres, ils ne peuvent pas quitter la seigneurie, et surtout, donc elle est très dure, et puis en plus de ça, il faut payer le seigneur, tout le temps, payer le seigneur et payer l'église, c'est-à-dire payer la dîme, D-I, accent circonflexe, M-E. Donc, ils doivent payer des impôts tout le temps, ils doivent payer le cens pour avoir le droit de cultiver la terre, ils doivent payer des impôts sur les récoltes, ils doivent payer les banalités à chaque fois qu'ils utilisent le four et le moulin, ils payent l'église, ils payent à chaque fois. Et comme je vous l'avais dit, quand ils payent, c'est rarement avec de l'argent, de la monnaie. D'abord, à l'époque, il n'y a pas de billets, pas de chèques, pas de carte bleue, il n'y a que des pièces de monnaie. Et en plus, les pièces de monnaie ne sont pas très répandues, sont assez rares. Quand on paye, c'est en blé, en poule, en porc, en animaux, en nature. Ça s'appelle payer en nature. Alors, elle est tout ça, la vie des paysans, mais elle est aussi joyeuse. Il ne faudrait pas imaginer que la vie est épouvantable, horrible, tout le temps pour ces paysans. Non, elle est aussi joyeuse, il y a des fêtes. À Noël, pour un mariage, pour un baptême, il y a des fêtes régulièrement. Et puis, ces paysans, ils sont solidaires, c'est-à-dire qu'ils s'entraident. Si, par exemple, ils se forment des communautés villageoises, et dans ces communautés villageoises, on va s'organiser pour que, par exemple, on puisse diviser l'impôt à part égale entre chacun, pour qu'il n'y ait pas un paysan qui ait énormément d'impôts à payer et qui n'y arrive pas. Donc, les communautés villageoises qui permettent aux paysans de s'organiser entre eux, ce qui n'est pas rien. Enfin, il y a de l'espoir dans cette vie, et notamment l'espoir d'être affranchi, c'est-à-dire d'être libéré d'un statut de serf. Vous voyez ici la petite flèche, de serf devenir un vilain. Un vilain, c'est... En gros, il a la même vie que le serf, ça ne change pas grand-chose, mais il y a une petite différence quand même, c'est qu'il est libre. Il peut quitter la seigneurie, il peut... Autre exemple, le serf, quand il se marie, doit demander l'autorisation de son seigneur. Il ne peut pas se marier sans l'autorisation de son seigneur, alors que le vilain, lui, le peut. Donc il y a quand même des petites différences. On peut être affranchi grâce aux chartes de franchise. On avait vu l'exemple d'un texte où il y avait une seigneurie dirigée par des clercs, et ces clercs s'étaient entendus avec les paysans, qui avaient dit, nous on veut se libérer, vous voulez vous libérer, on veut bien, ok, vous vous libérez, mais en échange, vous allez nous payer chaque mois, ça sera le prix de votre liberté. Et ok, on s'entend, on se met d'accord, on fait une charte de franchise, c'est-à-dire un texte qui met d'accord les deux parties, c'est-à-dire les paysans et le seigneur, et puis voilà, de serf, on devient un vilain. Donc voilà pour la vie des paysans, la vie des seigneurs, la seigneurie, les défrichements. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Révisez bien pour le contrôle de vendredi. À vendredi.